Je suis psychiatre dans une équipe de rue. Donc c'est une équipe mobile psychiatrie précarité, on en a un petit peu parlé ce matin. Et la spécificité de cette équipe, c'est qu'elle travaille avec le rétablissement des personnes. Donc j'ai la chance de travailler depuis plus de 10 ans avec des médiateurs de santé dans ma pratique. Je ne connais pas d'autres pratiques que la pratique avec des médiateurs de santé. Et je pense que c'est vraiment une chose qui a beaucoup contribué au fait que notre équipe, elle a des idées et aussi des facilités à suivre des personnes qu'on juge d'habitude difficiles à atteindre. C'est tout ça à cause du rétablissement. Je fais partie d'un laboratoire de recherche qui s'intéresse à ces facteurs sociaux, en fait, ces facteurs qui influencent le rétablissement. Donc dans l'équipe de rue, le facteur social principal, c'est le logement. Et aussi, il y a évidemment le droit, la problématique du droit. D'accord ? Donc... Attendez, que j'essaye de me familiariser un peu avec cet engin. Comment ça marche ? Oui, je voulais en profiter aussi pour remercier les personnes qui ont porté ce projet à Marseille. C'est un projet qui s'est co-construit ici, d'accord ? Vous allez, ils en auraient beaucoup mieux parlé que moi, mais voilà, j'espère que je saurai restituer un petit peu le contenu de ce qu'ils ont essayé de développer. Donc on l'a vu ce matin, l'autonomie dans la santé, c'est très très important. Ça dépasse évidemment les troubles psychiques. On a une espèce d'injonction à l'autonomie. L'autonomie, c'est quelque chose qui est de plus en plus mis en avant. La participation du patient à ses soins, le patient au centre du dispositif, tout ça. On sait que c'est un facteur pronostic essentiel. Plus on se préoccupe soi-même de sa santé, plus on a des chances que celle-ci aille mieux. On a des meilleurs résultats pour des conditions physiques initiales identiques. Toutes les personnes qui sont sur ces facteurs d'autonomie voient bien que quand on veut favoriser l'autonomie des personnes, il faut évidemment que la relation elle soit partenariale. C'est pas avec un médecin dans un savoir horizontal qu'on peut vraiment être autonome dans ses propres soins. Donc il y a eu une demande de la population pour plus d'autonomie. Et parallèlement à ça, il y a aussi un vieillissement de la population et une autonomie qui peut être sur un continuum. On n'est pas que complètement autonome, indépendant, ou complètement dépendant, complètement pas autonome. On peut tous se rendre compte que c'est un continuum. Le vieillissement de la population fait que on peut s'imaginer que l'autonomie, elle peut être aussi progressivement diminuée. Cette importance de l'autonomie, elle est très très bien mise en avant dans la psychiatrie. C'est la psychiatrie qui a identifié la première, donc le rétablissement. Et dans le rétablissement, on voit l'importance vraiment donc, de l'autodétermination dans son propre parcours. Là, ici, c'est les 5 principes du rétablissement. On a beaucoup parlé de rétablissement ce matin, donc je ne vais pas les mettre en évidence, mais je vais parler plutôt à l'intérieur de ces facteurs, de facteurs qui sont très importants. C'est le choix. Ça apparaît à plusieurs moments. Ça apparaît dans ce qui est éducation. Il s'agit de pouvoir prendre les bonnes décisions avec les bonnes informations. Et ça apparaît aussi dans responsabilité. C'est Jean-Paul Sartre, dans l'existentialisme et un humanisme, qui montre l'importance, en fait, pour l'être humain, de se réaliser en faisant ses propres choix. La définition de la liberté. C'est aussi quelque chose qui est très très bien mis en évidence dans le rétablissement. Toutes les personnes qui se rétablissent peuvent se rendre compte qu'est-ce que c'est important, à quel point c'est important le choix. Et par exemple, pour les recherches que j'ai pu mener, donc dans le programme Un chez soi d'abord, c'est un programme sur lequel des gens qui étaient SDF pouvaient acquérir directement des appartements, pouvaient accéder directement à des appartements. En fait, ce qui marchait le plus, ce qui influençait le plus le rétablissement, c'était le choix. Donc c'est quelque chose qui est central dans le rétablissement, le choix. Et c'est quelque chose pourtant qu'on fait tous les jours. Donc c'est à la fois quelque chose qui est quotidien, qui est vraiment... Voilà, on fait tout le temps des choix, on agit, et en même temps c'est quelque chose qui est très existentiel, c'est quelque chose qui nous définit. Donc c'est quelque chose de très important. La décision, c'est ça met en route un certain nombre de compétences, c'est-à-dire il faut beaucoup de compétences cognitives pour arriver à faire un choix. Donc il faut des compétences intellectuelles, il faut des compétences émotionnelles, il faut aussi des compétences volitionnelles, c'est-à-dire il y a la volonté qui rentre en ligne de compte, il y a beaucoup de choses en fait qui rentrent en ligne de compte à chaque fois qu'on prend une décision.
Donc, dans les années 90, on a approché un petit peu ça au niveau cognitif, au niveau des neurosciences. Et puis, il y a un monsieur très important dans mon champ qui s'appelle Applebaum, qui a identifié des capacités. Ces capacités, elles aident à comprendre qu'est-ce qui est important pour pouvoir prendre une décision. Donc, ça semble au début un petit peu compliqué, mais il faut à la fois avoir une capacité de compréhension, d'appréciation, de raisonnement, et aussi être en capacité d'exprimer un choix. Donc la compréhension, c'est tout ce qui est sensible à l'information. Avoir une information, être en capacité de la restituer. L'appréciation, c'est quand vous allez le rapporter à vous-même, vous allez l'appliquer à vous-même et à ce qui peut vous arriver. Donc là, il y a les émotions qui rentrent en ligne de compte. Dans le raisonnement, ça va être la gymnastique logique que vous allez mettre en évidence, quand vous allez essayer de manipuler toutes ces informations et de faire des hypothèses, d'essayer de peser le pour et le contre, de faire des balances, tout ça. Et puis l'expression du choix, il faut que ce choix soit libre, c'est-à-dire qu'il n'y ait personne qui puisse influencer votre choix, que ce soit vraiment votre choix et que ce ne soit pas quelque chose qui soit fait sous la pression. Donc voilà, donc c'est toutes ces compétences, toutes ces capacités qu'il faut avoir pour faire le choix. En fait, il y a un certain nombre d'outils qui existent pour essayer d'évaluer si les gens ont leur capacité ou pas pour décider. Mais évidemment, c'est des outils qui ont un certain nombre de limites. Finalement, quand on essaye de donner un score aux personnes, donc avec ces outils-là, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de ce qu'on appelle un cut-off en médecine, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment c'est un continuum. On voit des très très bons scores et des très très mauvais scores, et au milieu, il y a tout un tas d'états, et il n'y a pas vraiment de seuil entre les gens qui sont de très très bonnes capacités de décision ou pas. C'est des choses qu'on peut influencer. Par exemple, si on vous explique bien, vos capacités de compréhension, elles vont augmenter. Donc la décision, c'est aussi donc l'absence de décision, la capacité, le fait de ne pas pouvoir décider. Et on sait que la psychiatrie, mais c'est pas les seules pathologies qui sont à l'origine d'altération de la capacité décisionnelle, sont à l'origine enfin voilà, donc il y a comme à l'intérieur de ça, on peut voir qu'il y a les altérations de la conscience, les démences, les épisodes maniaques, les troubles psychotiques avec symptômes négatifs, les épisodes dépressifs sévères. Vous remarquez qu'il n'y a pas les épisodes psychotiques avec symptômes positifs. C'est pas forcément ceux-là qui sont le plus pourvoyeurs d'incapacité décisionnelle. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'hallucinations que pour autant on n'est pas en capacité de prendre des décisions. Ça fait partie des idées reçues. C'est le même genre d'idées reçues que les gens qui ont des hallucinations acoustico-verbales ne peuvent pas travailler. En fait, c'est pas les choses qui empêchent le plus de travailler. Les symptômes négatifs sont beaucoup plus à risque d'incapacité décisionnelle que les symptômes positifs. Donc, en psychiatrie, il y a beaucoup de fluctuations. Par exemple, on peut avoir des altérations de la conscience, comme les comas, qui sont irréversibles. Mais en psychiatrie, on a plus souvent des fluctuations de cette capacité à prendre des décisions. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas forcément de seuil, et donc ça rend toute l'évaluation assez compliquée de cette capacité décisionnelle. Et pourquoi est-ce que c'est aussi important d'évaluer cette compétence décisionnelle ? C'est parce que finalement, c'est le fait de décider que la compétence décisionnelle n'est pas suffisante qui est le fondement des soins sans consentement. Pourquoi est-ce qu'on soigne une personne contre sa volonté ? Parce qu'on décide que sa capacité décisionnelle est abolie. Et donc, à ce moment-là, on a parlé des principes d'autonomie et de bienveillance. Donc là, on parlait du principe d'autonomie. Au moment où le principe d'autonomie, on dit la personne, finalement, elle n'a pas ses compétences décisionnelles, il faut absolument qu'on la protège contre elle-même, et à ce moment-là, se justifient les soins sous consentement. Donc, ils sont encadrés par la loi, comme dans tous les pays. Et par contre, quelque chose qui est très spécifique sur les soins sans consentement, c'est qu'il n'y a pas de loi qui peut prédire qu'est-ce qui va faire un soin sans consentement ou pas. Par exemple, si on regarde la fréquence de la schizophrénie dans la population, elle est à peu près la même de partout, dans tous les pays du monde. Voilà, il y a très peu de facteurs qui influencent ça. Par contre, le taux d'hospitalisation sans consentement varie énormément. Il varie de 1 à 6 en France, entre les départements. Donc en fonction du département où vous êtes, vous pouvez être hospitalisé de 1 à 6 fois, plus,
Donc c'est vraiment des variations très importantes entre les différents services. Entre les pays, c'est encore plus important parce que là, pour le coup, c'est pas que l'organisation des soins ou les professionnels qui jouent, c'est aussi tout le système légal. Donc il y a une variabilité qui est énorme, qui est de 1 à 20 entre les différents pays, des pays qui sont à peu près comparables, parce qu'avec les pays les systèmes de santé sont moins comparables, c'est encore plus important. Donc les soins sans consentement, ils sont effectivement basés sur cette nécessité de protection, couplée au fait qu'il y a des personnes qui ont des moments d'incapacité, mais en même temps, ils ne sont pas influencés que par ça, ils sont influencés aussi par beaucoup de facteurs organisationnels. Et donc en France, contrairement à d'autres pays pour lesquels ça baisse, les soins sans consentement sont plutôt en augmentation. Et on a entendu ce matin, on a eu la chance d'entendre un témoignage de quelqu'un qui n'avait pas été trop choqué par son hospitalisation sans consentement. Pour un certain nombre de personnes, c'est plutôt documenté dans la littérature que ça a un impact souvent très délétère dans le parcours des personnes. Donc on ne le fait pas en espérant un bénéfice immédiat. Donc on a tout intérêt à tout faire pour essayer de réduire les hospitalisations sous contrainte. Il y a un collectif qui s'appelle le collectif Contraste, c'est un collectif de chercheurs qui a fait une recherche. Je voulais juste vous présenter quelques-unes des conclusions. Ils ont réfléchi un petit peu sur les pratiques de contrainte et ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'abus. Et ils ont fait un rapport au bout de 3 ans de recherche et ils mettent en évidence des choses quand même très graves avec un usage maltraitant, abusif de mesures qui donnent le droit de décider et d'agir pour la protection des personnes. Donc les préconisations de ce collectif, comme d'autres collectifs, comme aussi au niveau de l'ONU, vous connaissez peut-être la convention relative aux droits des personnes handicapées, et donc ce collectif a aussi travaillé sur l'article 12 de cette convention. Donc il préconise, au lieu de passer d'un système un peu binaire qui n'est pas adapté à la réalité, de passer... Au lieu de décider à la place d'eux, donc ça c'est une décision substitutive, quand on se substitue à quelqu'un pour prendre la décision à sa place, de passer à des dispositions d'accompagnement. Sortir d'un système binaire pour mieux accompagner les personnes qui ont un manque d'autonomie à un moment, pour leur restituer une capacité de décision. Donc c'est des choses qui sont complètement possibles. Et donc on le voit, par exemple, sur la fin de vie, avec en France la loi Leonetti, qui a mis en place des directives anticipées. Quand on est en fin de vie, on n'est plus en capacité de donner son consentement, mais par un document, on peut désigner une personne de confiance, et à ce moment-là, les proches peuvent avoir une idée de ce qu'il convient de faire. C'est aussi quelque chose qui s'est étendu à l'extérieur de la fin de vie. On a aussi des mesures qu'on appelle des MASP. C'est au lieu de sortir de la tutelle-curatelle, une MASP, c'est une mesure d'accompagnement où on est plutôt dans la formation et où on aide la personne à prendre des meilleures décisions pour elle-même. Et on ne se substitue pas comme une curatelle ou une tutelle le fait. On accompagne la personne à prendre les meilleures décisions tout en respectant ses choix. Il y a aussi les mandats de protection future. Vous pouvez aller voir votre notaire pour mettre en place des mandats de protection future. Et donc, tous ces dispositifs d'accompagnement sont plus adaptés que les anciens dispositifs de substitution. Ils permettent donc de mieux prendre en compte la vie des personnes, donc de respecter plus leur autonomie. Et ils aident aussi les proches et les médecins à prendre des décisions. Donc on l'a vu on peut facilement s'imaginer sur les directives anticipées. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont fait leurs directives anticipées. Question, sondage. Voilà, quand même un certain nombre, plus que la population générale. On sait qu'à peu près 5% de la population de générale a fait ces directives anticipées. Donc vous êtes ici des personnes plus impliquées dans votre autonomie. Et on sait donc que ça aide les proches à prendre des décisions et que ça permet aussi de prévenir la culpabilité, ça permet de ne pas trop perdre de temps, d'économiser un certain nombre d'élucubrations qui sont difficiles dans ces moments, et ça permet aussi de dialoguer en amont. Donc c'est exactement le principe des directives anticipées psychiatriques, c'est de se dire finalement on le fait pour d'autres types de problèmes, on peut aussi le faire en psychiatrie, en imaginant de profiter de ces fluctuations finalement, choisir un moment en dehors des périodes de crise. On l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses pendant la crise, il y a l'hôpital, et puis à l'extérieur de la crise, qu'est-ce qui se passe ? C'est justement le moment pour réfléchir et pour anticiper une éventuelle nouvelle crise.
et de laisser donc un document pour ses proches, pour les soignants, de manière à pouvoir, à ce que notre parole soit respectée quand on peut avoir une nouvelle crise. C'est une forte demande des personnes concernées. On a fait un petit sondage. Dans la littérature, c'est à peu près 70% des personnes concernées qui pensent que c'est quelque chose d'important. Nous, on a tombé à peu près sur les mêmes chiffres dans un sondage qu'on a fait à Marseille. Donc c'est quand même une demande qui est très forte. Et ça permet plusieurs choses. Le fait d'anticiper, ça va permettre de mettre en place un plan d'action personnel. Et donc ce n'est pas que pour les proches et pour les soignants. C'est aussi pour soi, dans l'idée que, c'est très connu par les TCC, mais le fait d'anticiper, de se dire qu'est-ce que je pourrais faire à tel moment, ça permet de mieux connaître sa maladie, ça permet de mieux connaître qu'est-ce qu'on peut mettre en place en prévention. Et comme c'est soi-même qui l'avons fait, et bien évidemment, c'est beaucoup mieux accepté. Ça permet de s'auto-surveiller, puisqu'on s'entraîne à reconnaître les signes précurseurs, on s'entraîne à reconnaître les facteurs déclencheurs, on s'entraîne à reconnaître tout un tas de choses. Tout ça, ça permet de développer la connaissance de ces troubles, et ça permet de maintenir le bien-être. Donc, voilà, c'est pas qu'un document pour les autres. En psychiatrie, c'est aussi un document de connaissance de soi et pour avancer. Donc, c'est vraiment lié, en fait, le plan de maintien du bien-être, plan de crise, et directive anticipée. Ça permet de se responsabiliser, puisque voilà, on est seul face à sa feuille à un moment, et ça permet aussi, quand on les partage, d'améliorer le dialogue avec les professionnels, puisque c'est au moment où on partage ces directives anticipées qu'on peut se rendre compte éventuellement des incompréhensions qu'il y a. On l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de besoins d'information pour pouvoir prendre une décision éclairée. Ces besoins d'information, ils peuvent être vraiment très... Enfin, moi, personnellement, c'est une des choses que j'ai le plus remarqué dans ma pratique des directives anticipées. C'est le moment où, avec les personnes, on regarde qu'est-ce qu'elles ont écrit, on dit, mais là, comment est-ce que... Enfin, j'ai peut-être pas assez donné assez d'informations sur ce point. Et donc, ça permet vraiment de rendre la personne encore plus maître d'elle-même sur des points précis, adaptés à son cas, qui viennent d'elle. Donc les directives anticipées dans le monde, il y a donc plusieurs endroits, je ne sais pas si ça se voit bien, mais pour résumer, c'est dans les pays surtout anglo-saxons, ce qui n'est pas très étonnant, parce que c'est des pays pour lesquels l'autonomie est beaucoup plus importante, c'est des notions qui sont beaucoup plus répandues. Donc il y en a aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Inde, en Angleterre, aux Pays-Bas et en Suisse. Et en France, il y a plusieurs équipes qui travaillent dessus. On n'est pas les seuls à faire ça. Il y a plusieurs équipes qui travaillent dessus sur le plan expérimental, plutôt des équipes de soins. Donc en France, c'est une question qui est un peu effervescente et qui est en cours. Mais pour le moment, il n'y a pas vraiment de pays latins qui ont, par exemple, pris cette question à bras-le-corps. Donc il y a plusieurs formes qui existent dans le monde. Et ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte que ces formes, elles sont toutes plus ou moins liées. Ce n'est pas que des directives comme les directives anticipées de fin de vie qui s'adressent aux soignants. Elles sont toutes plus ou moins liées à ce plan de crise, à ce plan de rétablissement. Donc le VRAP, c'est un plan de rétablissement. Le Joint Crisis Plan, ça se partage. Donc ça, c'est vraiment hyper anglo-saxon, c'est-à-dire c'est un plan qui se signe. Donc c'est sous la forme contractuelle entre le psychiatre, le patient et la personne de confiance. Il y a carrément une signature et chacun s'engage à ce que les choses soient respectées. Sur les directives d'Ulysse, donc c'est assez beau comme image, en fait, c'est l'image d'Ulysse qui a demandé de l'attacher à un mât parce qu'il savait qu'avec le chant des sirènes, il allait sauter, et il préférait entendre le chant des sirènes et prendre ce risque du chant des sirènes, tout en donnant la directive de ne surtout pas le détacher. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui est, je trouve, assez... qui a du sens en psychiatrie dans ce qu'on peut traverser. Voilà. Et donc, les leçons de toutes ces différentes formes dans le monde, c'est que les formes qui marchent le mieux, c'est celles qui font intervenir un tiers. C'est celles qui sont facilitées, où quelqu'un accompagne les personnes. Quand vous donnez juste un document à quelqu'un, en fait, il n'y a que 3% de la population qui va remplir ce document. Si vous proposez l'assistance de quelqu'un, ça monte à 70%. Donc on est vraiment sur quelque chose sur lequel on a besoin, on ne peut pas juste se défausser en donnant un document à une personne.
Il faut bien voir aussi, par rapport aux directives anticipées dans le monde, qu'il n'y a aucune forme dans aucun pays qui n'est opposable aux médecins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation légale, comme pour la fin de vie, d'appliquer les directives. Par contre, aux États-Unis, si vous ne demandez pas aux patients de remplir ces directives anticipées, vous pouvez être attaqué pour ne pas avoir proposé à la personne de remplir ces directives anticipées. Alors, sur les résultats des directives anticipées, donc elles ont été beaucoup étudiées, parce qu'on a vu, il y a beaucoup de formes dans le monde, donc il y a beaucoup d'études qui ont étudié tout ça. Le premier résultat, il est lié avec le titre du colloque, c'est l'alliance. Donc ça a été très bien documenté que la relation, ça améliore le partenariat, ça améliore la relation avec les proches, de pouvoir partager ces directives, et on rentre dans quelque chose qui est vers plus d'alliance. Par rapport aux crises, on voit qu'il y a un espacement des crises, qu'il y a une meilleure gestion des crises par la connaissance de soi. Donc le volet préventif, voilà, c'est aussi la connaissance de soi, meilleure anticipation, et puis plus d'autonomie. Donc ça, c'est des sociologues qui ont fait passer plein de focus group à des gens et qui ont identifié ces grands pans qui montrent que c'est intéressant, les directives anticipées psychiatriques. Et puis il y a aussi eu des résultats quantitatifs, c'est-à-dire des études randomisées. Ça veut dire des études de bonne qualité scientifique qui ont comparé les personnes qui passent leur directive anticipée et d'autres comparables qui ne les passent pas, et qui se rendent compte qu'en fait, il y a une réduction des hospitalisations sous contrainte qui est assez importante. Donc les méta-analyses parlent de 25% de réduction. Voilà, donc il y a à peu près 6 ou 7 études qui ont été menées dans le monde, donc des études très très robustes. Et donc c'est aussi le cas de notre étude qui s'appelle DAIP, Directive anticipée incitative en psychiatrie. À l'origine, c'était une interne qui était dans le service Mars qui a fait sa thèse sur le projet. Donc elle a interrogé 5 personnes, et elle, son projet, il était plutôt de faciliter les choses elle-même. En tant qu'interne, elle voulait remplir les choses avec une personne. Et puis, il y a des médiateurs dans l'équipe. Et donc, les médiateurs se sont vraiment emparés de cet outil, et ils ont trouvé que c'était pas possible au début, ils assistaient juste pour voir comment ça se passait, mais en fait, ils ont repris le contrôle. Ils ont décidé que ça serait plutôt eux qui feraient passer les directives anticipées et qui viendraient après partager le document avec le psychiatre. Tout ça, ça a été aussi repris par le COFOR. Donc, c'est un centre qu'on a de rétablissement, qui est un centre un peu expérimental à Marseille et qui promeut Donc, c'est que des travailleurs pairs qui enseignent à d'autres pairs. Donc, c'est des étudiants qui viennent, et entre eux, ils parlent de rétablissement. C'est une université du rétablissement, en fait. Et ce collectif, donc le COFOR, s'est vraiment emparé de l'outil et l'a développé dans un module spécial, donc un cours spécial autour de ce module. Et c'est devenu quelque chose de très, très important pour eux. Ils voulaient absolument qu'on montre que ça fonctionne. Et donc, c'est là qu'on s'est posé la question de la preuve, et qui sont venus me voir. Donc, en fait, la preuve en psychiatrie, vous savez qu'il y a un certain nombre d'études, et toutes les études ne se valent pas. Toutes les études scientifiques ne se valent pas. Si on veut montrer que quelque chose fonctionne, il faut qu'on mette en place quelque chose d'un petit peu carré. Et donc, on a mis en place une étude sur 3 villes avec 7 hôpitaux, 40 psychiatres, qui viennent tous d'horizons différents. Donc, c'est vraiment pour essayer d'avoir une idée de qu'est-ce que ça peut donner dans une pratique courante. Et puis voilà, il y a une comparaison entre les directives anticipées, comme elles ont été développées à Marseille, et des personnes qui n'auraient pas accès aux directives anticipées. Et donc, on inclut 400 personnes et on les suit pendant 12 mois pour voir qu'est-ce que c'est l'effet de ces directives anticipées sur la trajectoire des personnes. Donc, notre critère principal, c'est le recours à la contrainte. On espère, comme dans les autres études, que le fait de remplir ces directives anticipées, ça permet d'anticiper une rechute et, du coup, de ne pas être réhospitalisé sous contrainte. Mais évidemment, ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est tous les indicateurs secondaires, tous les indicateurs subjectifs, l'alliance thérapeutique, l'empowerment, est-ce que les personnes elles ont un meilleur insight, ce qu'on appelle la conscience des troubles, et puis tout un tas d'indicateurs, y compris l'indicateur des coûts.
dont on sait que c'est le nerf de la guerre. Un petit récapitulatif, ça comme c'est une étude randomisée, c'est-à-dire avec deux bras et où les gens sont dispatchés de manière aléatoire dans un groupe ou dans l'autre, il faut des critères d'inclusion un peu stricts. Donc on a choisi le critère diagnostic, on a sélectionné que 3 diagnostics. Pourquoi la schizophrénie, les troubles bipolaires de type 1 et les troubles schizoaffectifs? Parce que c'est eux qui représentent la majorité des hospitalisations sous contrainte. Pour rentrer dans l'étude, il faut aussi avoir été hospitalisé depuis moins d'1 an sous contrainte, parce qu'on sait aussi que c'est des moments où les gens arrivent à rechuter plus facilement. Et on évalue aussi la compétence décisionnelle, évidemment, comme on l'a vu au début, c'est important d'évaluer la compétence décisionnelle des personnes, et on peut le faire, donc on le fait avec un outil qui s'appelle le MAC4. Pourquoi donc on l'a vu, c'est historique que les directives sont facilitées par un médiateur de santé. Dans les autres études dans le monde, ça ne se passe pas de la même manière. Mais voilà, en France, nous, c'est notre spécificité d'essayer de tester ce modèle-là. Ce qu'on trouve très intéressant, c'est vraiment ce rôle tiers. Parce qu'à la fois, c'est le médiateur de santé, c'est quand même quelqu'un qui est un intervenant de santé. Donc c'est pas quelqu'un de complètement extérieur. Il peut aussi comprendre les enjeux des équipes, il peut aussi comprendre les enjeux des proches. Mais en même temps, il a une proximité avec les personnes. On a vraiment parlé ce matin. Et il a un lien qui est différent. On pense que c'est vraiment quelqu'un qui, du fait qu'il a lui-même compris que c'est le choix vraiment propre de la personne et que donc l'influence, il ne faut pas influencer ce choix si on veut que ce choix soit le plus pur possible. On pense que le recul qui est mis en place est vraiment le bon pour aider les personnes et pas les influencer. Si ça avait été des proches, il y a une influence qui est plus ou moins avouée, qui est plus ou moins comme l'alliance avec un thérapeute où les personnes elles peuvent toujours s'adapter et où elles vont moins être sur vraiment leur propre choix. Donc on va tester ça. Et donc voilà un des donc je vous ai pas amené le document, c'est bien malheureux, j'ai pas pu le tirer là tout à l'heure, mais vous avez eu tout à l'heure quand Julien vous parlait des plans de crise, il a passé un document, c'est un peu des documents qui ressemblent à ça. Donc voilà ce qu'on dit aux gens, ce que le médiateur va dire aux personnes qui sont inclus dedans. Donc c'est le moment de la crise, c'est celui où vous perdez la capacité à prendre des décisions pour vous-même et que d'autres doivent assumer cette responsabilité pour vous. Et donc, voilà un certain nombre de choses que les personnes doivent remplir. Donc les traitements, quels coordonnées, qu'est-ce qu'on peut faire pour m'aider, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour m'aider. Et en fait, souvent, c'est des choses assez simples. Mais il faut voir que quand vous arrivez en crise aux urgences et que vous dites que vous ne voulez pas du Loxapac, par hasard, les médecins, si vous êtes en crise, ne vous entendent pas. Alors que si vous leur dites que vous ne voulez pas de Loxapac à un moment, vous allez bien. Les médecins l'entendent. Et ça, c'est des écarts qui ont été mesurés. Donc là aussi, par ce moyen-là, on peut... Parce que souvent, c'est des choses assez simples. Les psychiatres s'imaginent souvent, ou les familles s'imaginent souvent, que les personnes vont demander des choses insensées. Mais souvent, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc il y a différents niveaux. Hein. Il faut pouvoir les compléter. Il faut pouvoir les partager. Il faut pouvoir y avoir accès et il faut que les directives soient appliquées. Donc ça, c'est 4 niveaux. Il y a des niveaux qui ne dépendent pas de la personne elle-même et des niveaux qui dépendent de la personne elle-même. C'est sûr que les directives soient appliquées, ça nécessite de faire un énorme travail vers les structures et vers les professionnels de santé. Y avoir accès, ça a aussi été quelque chose de l'ordre du débat, de dire est-ce que vraiment il faut mettre en place un logiciel comme ça existe en Suisse, ou est-ce qu'il faut que ça soit dans le dossier des personnes, ou est-ce qu'il faut juste que ça soit dans leur portefeuille. Donc ça, c'est des choses qui sont posées en fait par la recherche participative, par la recherche qualitative, et c'est des choses dont on espère que les personnes vont nous dire qu'est-ce qu'elles souhaitent comme système, qu'est-ce qui est le mieux. Parce que pour le moment, dans toutes les études préliminaires qu'on avait, on n'avait pas vraiment de statuer là-dessus. Mais c'est tout un tas de niveaux en fait sur lesquels on peut agir, et donc le fait de remplir ces directives en soi c'est déjà important, mais derrière il y a beaucoup d'autres niveaux sur lesquels on peut agir. Donc
les directives anticipées, ça peut lever un certain nombre de problèmes éthiques, mais ça peut aussi soulever de nouveaux problèmes éthiques. On sait que même en réanimation, des fois, il y a des non-applications de directives très claires de ne pas réanimer. Donc on sait que les professionnels ont du mal avec le sentiment d'échec, que voilà, parfois ils ne peuvent pas s'empêcher d'agir. On sait aussi que parfois il y a j'imagine qu'en France ça va être encore plus le cas qu'ailleurs, mais il y a une tolérance au risque pour les personnes qui est très faible, alors que c'est quelque chose qui est une revendication forte des personnes concernées, qui disent laissez-nous la dignité de prendre des risques, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit. Et on sait que c'est quelque chose qui va souvent bloquer l'application des directives, qui est cette protection qu'on est habitué parfois en tant que soignant à exercer. Donc c'est sûr que ce qui est compliqué, c'est les conflits d'intérêts. C'est qu'évidemment, une personne, les intérêts de la personne qu'elle marque dans les directives anticipées peuvent être en contradiction avec d'autres intérêts, les intérêts de la famille, les intérêts des soignants, avec aussi les conséquences médico-légales. Et donc du coup, c'est des choses qui... Il y a aussi... On ne peut pas que respecter les volontés de la personne telles qu'elles sont écrites. Il y a aussi à prendre en compte la communauté. Et puis, il y a d'autres aussi questions, la question du suicide. Est-ce qu'une personne qui marquerait dans ses directives anticipées qu'elle doit se suicider, comment un praticien fait pour recevoir quelque chose comme ça? Un praticien respecte la vie, et donc est-ce qu'il doit respecter le désir de mourir? Donc là, on est sur des questions qui vont sûrement surgir dans les directives, mais c'est d'autres questionnements éthiques. Ça ne permet pas de résoudre les questionnements éthiques, ça permet d'avancer vers autre chose et d'autres questionnements en éthique. Et finalement, je vais conclure sur le fait que justement pour avoir une autonomie pleine et entière, le truc le plus important, c'est vraiment l'information. J'ai l'impression que dans ma pratique des directives anticipées, c'est ça qui semble quelque chose d'essentiel, c'est l'échange et toute l'information, toute l'éducation de la personne qui est nécessaire pour arriver à mettre en place ces directives. Et donc du coup, c'est ce fil-là qui, pour le moment, m'a paru quelque chose de très important. Donc j'espère que je reviendrai pour vous présenter des résultats positifs de cette étude dans 2 ans. Et je vous remercie pour votre attention.